Ce qui va suivre est un podcast du CR 451, Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique. Chaque fois que vous entendrez ce signal sonore, une information sera affichée à l'écran. Merci de votre attention et bonne écoute. Bonjour, donc nouveau DST un peu spécial. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans une période très compliquée que vit la France, comme vous le savez toutes et tous. La crise gouvernementale, le nouveau gouvernement et surtout la réalité. Alors la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Martinique, deux problèmes très très importants de confrontation entre des fractions de la population locale et les forces de l'ordre, des tirs d'armes à feu contre ces forces de l'ordre et des tensions qui durent depuis déjà un certain temps. Et si je prends simplement le cas de la Nouvelle-Calédonie, n'oublions pas quand même une île dont l'économie est quasiment détruite, et avec déjà dès à présent un contexte de survie. Et pour ce qui est de la Martinique, en espérant que ça ne suive pas la même évolution, il est clair que là-bas aussi on tire sur les forces de l'ordre avec des armes à feu. Donc dans ces deux cas de figure, on peut considérer que on est très largement au-delà des manifestations classiques, même si parfois elles sont violentes, mais sans aller jusqu'à de telles extrémités. La question qui se pose dans une telle situation, c'est quelle est la posture de la France face à l'ensemble des confrontations informationnelles qu'elle va devoir gérer. Et c'est bien le sujet que nous voulons aborder à travers ce DST. Nous allons procéder en deux temps. Le premier, c'est d'aborder la problématique de la guerre de l'information. Comment peut-on mener une guerre de l'information dans des contextes comme ceux que je viens d'évoquer, mais aussi dans d'autres types de contextes, et notamment les solutions qu'on peut commencer à trouver. Et dans un second temps, donc je dialoguerai avec Gabriel ici présent. Bonjour Gabriel. Bonjour Christian. Donc Gabriel, précisons que c'est un stagiaire du Centre de recherche 451 et il est à nos côtés parce qu'on lui a confié la mission de travailler sur notre base de connaissances concernant la guerre de l'information. On a à peu près combien de cas en stock de guerre de l'information ? On a à l'heure actuelle plusieurs centaines de cas de guerre d'information. Quelle est la mission que je t'ai confiée ? Alors le but de cette mission, c'est d'abord de trier, puis d'évaluer les cas selon leur intérêt et garder les cas les plus intéressants. Pourquoi ? Afin de tirer des enseignements à visée opérationnelle. Le but, ça va être de réutiliser cette connaissance dans des cas précis, dans des cas concrets. Il est clair que la démarche que tu suis n'est pas une démarche classique. Tu es sur une étude de sujets qui sont plutôt rares dans le monde académique français. Enfin, il y a, à ma connaissance, très peu de laboratoires de recherche qui travaillent sur la guerre de l'information à partir de cas réels. Donc, ces cas réels, au cours des 28 dernières années, on a pu en accumuler un certain nombre dans l'histoire même de l'école de guerre économique, à travers à la fois des travaux d'étudiants, mais pas seulement, en allant au contact d'un certain nombre d'acteurs. On a même créé, la semaine dernière, un séminaire fermé sur lequel je ne parlerai pas, mais qui est une première mondiale, dans le sens où des participants ou des initiateurs d'opérations de guerre de l'information viennent rendre compte de leur expérience, du bilan qu'ils en ont tiré, des méthodes qu'ils ont appliquées. Et c'est vrai que c'est ce qui nous permet d'affirmer aujourd'hui qu'au sein du CR 451, on commence très sérieusement à aborder ces différentes questions. Et donc, on va revenir sur ce sujet avec toi, Gabriel, dans la seconde partie du DST. Alors, revenons un peu justement à la première partie. Cette première partie, pour moi, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire
quand je pose la question, septembre 2024, la situation française, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Martinique, c'est une situation grave, explosive, dangereuse, avec des risques d'enlisement et surtout une situation où dans les deux contextes, l'élément guerre de l'information va jouer un rôle essentiel. Pour illustrer mes propos, on va vous montrer 2 séquences vidéo. L'une qui est une compilation de ce qu'est en fait la guerre de l'information menée par les pro-Kanak, et l'autre qui est une riposte à cette guerre de l'information, et vous verrez la différence d'ailleurs. Et à la suite de cela, eh bien entendu, j'enchaînerai sur la question de fond, à savoir, est-ce que la France, en septembre 2024, est en posture de combat, appelons un chat, pour faire face à ces problématiques informationnelles qui risquent très fortement de déstabiliser sa position extérieure dans des zones stratégiques, mais aussi sa position intérieure, à savoir comment peut se dégrader un équilibre gouvernemental suite à des événements de ce type. La politique française en Kanaki, c'est une politique coloniale, raciste, capitaliste, avec un pillage des richesses. On est en train de parler de principes qui parlent non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour d'autres territoires actuels de la République française et pour des histoires coloniales passées de la République française. Quand, dans la salle qui jouxte notre hémicycle, il y a encore à l'heure actuelle une représentation de la colonisation de l'Algérie, je crois que nous devrions tous réfléchir lorsque nous évoquons le sujet de la colonisation. Fuck la milice, Kenneth debout, on ne pliera pas. Fuck la milice, pour nos enfants on crie fort. La menace de coup de poing ne peuvent étouffer nos chants. Nous sommes unis, cœur vaillant, Kanaki libre notre serment. Fuck la milice, Kenneth debout, on ne pliera pas. Fuck la milice, pour nos enfants on crie fort. Les Français vont là-bas, installent des politiques coloniales, des politiques racistes en fait, et ce sont les colonisés qu'on traite de racistes le jour où ils disent « Non si, les Blancs dehors là !» Et la Chine alors ? Si la France part, qui va protéger la Kanaki, Nouvelle-Calédonie de la grande méchante Chine ? TikTok a par exemple été interdit dans l'archipel pendant les mobilisations. Selon Gabriel Attal, en raison des ingérences et de la manipulation dont fait l'objet la plateforme dont la maison mère est chinoise, l'application est utilisée en tant que support de diffusion de désinformation sur les réseaux sociaux, alimentée par des pays étrangers et relayée par les émeutiers. Il était une fois la nouvelle Kanaki, où tous les hommes coexistaient en parfaite harmonie et prenaient soin les uns des autres. Wadeo et son clan de la tribu Saint-Louis y vivaient paisiblement. Un jour, des étrangers venus d'Orient débarquèrent sur l'archipel. Ils y furent accueillis chaleureusement. Pour remercier les Kanaks de leur hospitalité, les Orientaux proposèrent de les aider à partager l'abondance de ce petit bout de paradis. Ils arguaient et disposaient d'un grand savoir-faire en la matière, car eux-mêmes étaient originaires des contrées où l'on partage le plus et le mieux. C'est ton ami. Soucieux de répartir équitablement les richesses de leur pays, les Kanaks acceptèrent. Mais tout ne se passa pas exactement comme prévu. Au grand désarroi de Wadeo, les herbes magiques et la number one furent interdites. Toute consommation de celles-ci garantissait un long séjour en camp de rééducation populaire. N'étant pas assez rentable, son père fut licencié de son métier de pêcheur et envoyé à la mine de nickel, contraint de travailler 12 heures par jour pour des clopinettes.
Quand celui-ci, exténué par son dur labeur, se plaignait des conditions de travail et de son mal de dos, les contremaîtres répliquaient par le bâton. Afin d'aider son mari à payer ses soins, la mère de Wadéo dut se résoudre à retirer la cache à papaye pour attirer les touristes, souvent de pervers oligarques, sentant très fort la sueur et la vodka. Mais hélas, malgré leurs économies, aucun hôpital n'était ouvert en Nouvelle-Kanaky. Et l'éducation, désormais trop chère pour former des médecins. Des tontons cherchèrent bien à se rebeller face à la vilainie de ces colonisateurs dissimulés. Mais beaucoup furent réprimés à coups de battes de baseball par la mafia azérie, venue secouer les cocotiers. D'autres encore disparurent mystérieusement. Enfin, les esprits des ancêtres abandonnèrent la Nouvelle-Kanaky. La nature mourut à petit feu. Les forêts rasées pour y construire des mines. L'océan vidé de ses poissons par de grands chalutiers industriels au service du grand timonier. On pouvait même apercevoir certains soirs de gros champignons nucléaires éclore à l'horizon. Mais malgré toutes ces peines qui accablèrent Wadéo et son clan, les Kanaks vécurent indépendants, heureux et eurent plein d'enfants, irradiés certes, mais bénéficiant d'un excellent crédit social. And I can't get over crying over Le commentaire que je peux faire sur ce que vous venez de voir, c'est d'abord de constater que, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de débat sur ce sujet en France, à part peut-être des relais sur les mouvements pro-Kanak par le biais de groupes comme LFI, etc. Mais dans la population française, il n'y a pas de débat. Là, on vous montre des vidéos démonstratives de ce qu'on appelle, nous, la guerre de l'information. Et en fait, vous savez très bien qu'elles n'ont pratiquement aucune résonance au sein de la population métropolitaine. Et c'est pas nouveau, parce quand on repense à ce qui s'est passé durant la guerre d'Indochine, et même, d'une certaine manière, durant la guerre d'Algérie, le problème, à chaque fois, se répète, c'est-à-dire qu'il y a un déphasage total entre la guerre de l'information et l'attitude que la population française a à l'égard de cette guerre de l'information. Donc si on essaie d'avoir une vision claire de la problématique, on note que guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, la culture de guerre de l'information est surtout, d'une certaine manière, d'extrême gauche, aussi bien à travers le Parti communiste, mais aussi sur un champ plus large qui va de l'extrême gauche, dite gauchiste, disons, jusqu'à ce qu'on a appelé les progressistes ou les forces démocrates. Et cette culture-là, elle n'existe pas forcément à droite. Elle va apparaître sur des fractions bien précises, notamment dans ceux qui soutiennent l'Algérie française, et plus particulièrement à travers l'histoire de l'OAS, de l'Organisation de l'Armée secrète. Mais c'est vrai que dans les phénomènes de résonance, on peut considérer que il y a là une disparité très très forte entre culture de guerre de l'information pratiquée en direction de la population métropolitaine en particulier, et cette différence de culture n'est pas anodine, elle a des conséquences. Et c'est vrai que si on compare avec la période actuelle, finalement, on retrouve cette différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voix qui s'élèvent pour soutenir les Kanaks en métropole et les voix qui s'élèvent pour soutenir les émeutiers en Martinique, ce sont des voix, de nouveau, dont la culture est d'extrême gauche pour la plupart, un peu de gauche, voire de ce qu'on appelle les progressistes. Mais de l'autre côté, à droite, c'est
presque encore pire que durant les guerres d'Indochine et d'Algérie, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de matrice de contre, excepté sur réclamer le retour à l'ordre, réclamer l'application des lois, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est d'autant plus important que, bon, pour l'instant, dans mes propos, il y a un grand oublié qui est l'armée française. Alors, pourquoi vais-je aborder la question de l'armée française ? C'est parce que, bien entendu, rappelez-vous, elle a été engagée en Indochine et en Algérie. Et durant ces deux périodes, et là je vous renvoie à l'ensemble des podcasts qui sont faits sur la chaîne YouTube du CR 451, 50 ans de guerre de l'information. On en est aujourd'hui au 29e podcast. Et beaucoup de ces podcasts traitent justement de la manière dont l'armée française a dû s'investir de plus en plus sur la question, on appelait ça à l'époque de la guerre psychologique, au cours des guerres coloniales. Donc, on pourrait croire qu'il en est resté une culture avec un bilan, et en fait, on constate que ce n'est absolument pas le cas. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas ? Tout simplement parce que cette culture, après la guerre d'Algérie, après la tentative de coup d'État d'Alger, après la manière dont l'OAS a mené des actions terroristes en France et ailleurs, le général de Gaulle a considéré qu'il fallait mettre fin à cette culture de guerre psychologique au sein de l'armée française, pratiquement dans les faits de l'interdire, ce qui explique qu'il a fallu attendre la fin des années 90, sous la pression des théâtres d'opérations extérieures qui apparaissaient à cette époque-là, notamment au Moyen-Orient, pour que, timidement, au plus haut niveau de l'armée, on commence à regarder du côté des pratiques américaines, regarder du côté des pratiques de l'OTAN, et rentrer de nouveau avec énormément de prudence sur ce terrain de la guerre de l'information, vu que tout ce qui pouvait être considéré comme l'héritage militaire dans ce type de domaine était un sujet tabou à cause de ce qui était considéré à la fin de la guerre d'Algérie comme des dérives graves menées par ceux qui avaient fortement réfléchi sur l'option psychologique, notamment fortement été impliqués dans les structures qui avaient été créées au cours des années 50. N'oublions pas qu'à l'époque, il avait été formé plusieurs milliers de militaires, d'actifs ou réservistes sur ces questions-là. Et il y avait aussi des penseurs comme Calula, Trinquier et d'autres. Et cet ensemble-là, en fait, est devenu quelque part un interdit. Alors, bien sûr, ça a une conséquence. Avril 2022, l'armée malienne découvre des corps dans un charnier. Elle accuse l'armée française d'en être le coupable. En fait, dans la réalité, il s'avérera que c'est totalement faux. Et heureusement qu'un drone de cette même armée française a filmé la scène et a démontré que des membres du groupe russe Wagner étaient en train de procéder à ce montage afin de faire croire ensuite que des crimes de guerre avaient été commis par des soldats français sur un théâtre d'opération qui s'appelle le Mali. Alors cet exemple, pourquoi je le cite ? Parce que à l'époque, il a été vécu comme une victoire remportée sur le terrain de la guerre de l'information. Je me souviens du général Yanni qui avait fait une déclaration officielle sur ce sujet, et il avait tout à fait raison à un détail près. Il avait tout à fait raison à un détail près, c'est que, en fait, c'était ce que je peux vraiment qualifier de victoire défensive. Et victoire défensive avec une résonance, soyons réalistes, très limitée. C'est-à-dire que dans la population métropolitaine française, le problème du drone, du charnier, de la manière dont les Russes, une fois de plus, essaient d'opérer ce type de manipulation en inventant ce qui n'existe pas, ça n'a pas eu de répercussions réelles de nature politique au sein de la population française. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que d'un côté, donc l'armée française, après cette très longue rupture
de connaissances sur la question de la guerre de l'information, milieu des années 60, fin des années 90, a commencé à retrouver un tout petit peu ses marques par ce que j'appellerais l'expression d'une culture défensive. On nous attaque, on veut nous stigmatiser, on démontre que c'est faux, on montre un film qui prouve qu'on a raison en dénonçant une manœuvre de désinformation russe contre l'armée française. Ça, c'est une culture défensive. Mais M. Charbelot, comment est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ? Alors justement, là on aborde le cœur du problème en fait. Aller plus loin, ça voudrait dire quoi ? D'abord, c'est avoir, par rapport aux Russes, ce que j'appelle une mémoire opérationnelle dans la guerre de l'information. Une mémoire opérationnelle dans la guerre de l'information, ça veut dire se souvenir que les Russes ont, au cours de leur histoire, que ce soit durant la période de l'Union soviétique ou après, commis un certain nombre d'actes de ce type qui ont été spectaculaires, qui ont marqué les esprits et sur lesquels ils ne sont pas particulièrement fiers quand on leur révoque ce qu'ils ont fait. Je vais prendre un exemple, un seul exemple. Le massacre de Katyn. Le massacre de Katyn, c'est, durant la Seconde Guerre mondiale, la manière dont les troupes du NKVD, la police secrète soviétique, ont procédé à l'exécution de sang-froid de milliers d'officiers polonais afin de réduire l'armée polonaise à sa plus simple expression et de ne pas la retrouver comme une armée vaincue, mais qui allait se mettre en situation de résistance contre la Russie, contre l'Union soviétique. Des événements de ce genre, dans l'histoire soviétique, il y en a dès la Révolution russe. Et ils sont aussi marquants que Katyn. Je prends un autre exemple, et pas n'importe lequel, lorsque les bolcheviks ont éliminé leurs adversaires d'extrême gauche, les socialistes révolutionnaires, en les emprisonnant d'abord, en les mettant ensuite dans ce qu'on appellera des camps de concentration, rappelez-vous le goulag de Solzhenitsyn, il est bien évident que cet acte-là, qui est contraire à tout ce qu'on peut définir d'éthique révolutionnaire du combat. On tue des gens qui se sont battus à vos côtés pour renverser le tsar et qui ont été dans des processus de lutte armée bien avant les bolcheviks. Ça, c'est un acte, c'est un crime de lèse-majesté qui s'inscrit dans l'histoire soviétique, au même titre que quand les soviétiques, durant la guerre d'Espagne, ont enlevé puis éliminé physiquement le dirigeant d'un parti antifranquiste, le POUM, et qu'ils ont fait passer ça pour un attentat commis par les franquistes, et on peut revenir comme ça jusqu'à l'histoire contemporaine pour découvrir que finalement l'art de la guerre de l'information russe est peuplé et nourri de crimes, de guerre, mais aussi d'actes innommables par rapport à ce qu'ils affichaient de plus pur au moment de leur histoire, c'est-à-dire le respect des révolutionnaires entre eux pour mener un combat commun contre le capitalisme. Ça, c'est documenté. Il y a énormément d'images, de témoignages qui serviraient de base à ce que j'appelle une réserve de mémoire opérationnelle. Et à partir de ces documents-là, effectivement, pour donner de la force à la manipulation de Gossi, ce fameux faux charnier qu'ils essayaient de mettre sur le dos de l'armée française, ça implique une véritable posture de combat offensive en matière de guerre de l'information. C'est-à-dire non pas menée avec un drapeau français en uniforme français, mais menée par différents points d'appui dans les sociétés civiles, et pas simplement françaises, afin de montrer qu'il y a un problème particulièrement grave et qu'il n'est pas possible, en l'état, de laisser se perpétuer un tel cynisme, une telle cruauté
côté russe, comme celle qui se manifeste depuis le début du XXe siècle, au moment notamment de la révolution russe, qui en est le point de départ. Donc, être en posture offensive, c'est se donner les moyens de mener une guerre de l'information pour fragiliser l'image de la Russie sur ce sujet-là. Or, notez-le bien, force est de constater que ce n'est pas le cas. Même si je prends le sujet récent de la guerre en Ukraine, je constate que lorsqu'il a été évoqué des crimes de guerre commis par les Russes lors de l'invasion d'une partie du territoire ukrainien par cette armée russe, côté OTAN, côté britannique, côté américain, je n'ai pas vraiment vu naître une stratégie de contre qui allait utiliser ce type de mémoire opérationnelle. Alors que, à d'autres époques, ces mêmes forces britanniques et américaines ont mobilisé des forces très 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 importantes. Je parle de la période 1947-1975, une longue période, pour montrer que le droit de créativité artistique, la liberté culturelle en Union soviétique était impossible. Donc on est là devant des contradictions intéressantes, c'est-à-dire que oui, il est possible de mener une guerre offensive en utilisant les éléments documentés de l'histoire pour monter en puissance ce qui n'est pas un fait divers. La démarche de Gossi sur le faux charnier, c'est une fois de plus la preuve que la Russie est prête à tout pour mentir et travestir la manière dont ses ennemis peuvent éventuellement se comporter, car là, j'ose employer le terme ennemi, les membres de la force Wagner sont, au Mali, à cette époque-là, des ennemis réels de l'armée française. Donc, c'est un premier début d'éclairage sur mais ça veut dire quoi, passer à l'offensive ? Et Monsieur Arbulot, pourquoi on n'arrive pas à passer à l'acte ? Est-ce que c'est parce que les dirigeants politiques ou l'état-major n'a pas la volonté ? Est-ce que c'est une sorte d'aversion au risque ? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que le politique n'a pas vraiment de stratégie. On est en train de se rendre compte, et c'est un peu le drame, que pour déclencher des réactions de ce type, il faut que le politique ait une stratégie sur l'Afrique, il faut que le politique ait une stratégie par rapport à la Russie, pour la contrer, en tenant compte de tous les problèmes qui sont importants là-bas. C'est-à-dire qu'on part dans une situation du très faible au fort. Pourquoi très faible au fort ? Je parle en guerre de l'information, parce qu'on est considéré comme des colonialistes ou des néocolonialistes. Donc si on n'a pas en tête que c'est vraiment quelque chose qui nous désavantage énormément au départ, ce qui va être entrepris ne sera pas efficace. Et on voit bien que le politique, les seules choses qu'il a essayé de faire, de manière très caricaturale d'ailleurs, c'est de demander à un ambassadeur de France de tweeter dès que au Niger par exemple il y avait des propos contre la France, et les réactions d'un ambassadeur, c'est d'être jugé parti, c'est avec une efficacité plus que relative, parce qu'on n'est pas sur ce fameux terrain de la guerre d'information, qui est d'abord et avant tout une guerre indirecte, qui ne se fait pas frontalement, qui se fait par le biais d'acteurs non officiels, qui ne portent pas d'uniforme, qui ne sont pas liés à une autorité quelconque d'un pays qui défend telle ou telle démarche. Donc là, il y a un premier problème. Le politique, dans cette histoire, n'a pas su répondre et orienter, surtout et orienter, l'action des structures qui pouvaient lui être utiles dans le cadre français, que ce soit des structures militaires, des structures de services de renseignement. Là, le politique n'était pas du tout à la mesure de la réponse. La deuxième explication, elle est dans la culture même de l'armée française. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne volonté pour
recréer en quelque sorte des points de repère sur cette notion de guerre de l'information, mais on était d'abord et avant tout dans une posture de communication, et même s'il y a eu un certain nombre de petites opérations menées par la suite, avec surtout des ciblages sur des individus, là je parle de guerre de l'information, pour dénaturer leur image ou amoindrir leur influence sur les réseaux sociaux, il n'empêche que on est très très loin d'une démarche que je qualifierais même de cognitive, c'est-à-dire de démonter le narratif, l'image que se donne l'adversaire. Nous n'avons pas, pour l'instant, réussi à aller sur ce terrain-là face à la Russie. Et quand je dis nous, je parle à la fois de la France, mais aussi des États-Unis et du Royaume-Uni. C'est-à-dire que là, on a un problème majeur, c'est que nous ne sommes pas bons et nous n'arrivons pas, parce qu'on n'est pas bon, à avoir des résultats pertinents sur ce terrain-là. Alors, pour être très concret, justement, je vais te céder la parole, Gabriel, parce que dans ce que tu fais au centre de recherche 451 de l'EGE, finalement, tu participes à ce début de remise en cause d'une posture purement défensive. Et comment tu le fais ? Tu vas nous l'expliquer, mais moi je résume ça en une formule. Il faut d'abord créer une mémoire opérationnelle. Et là, alors là, toi, tu travailles bien entendu sur des sujets essentiellement économiques, essentiellement sociétaux, essentiellement culturels, les 3 angles morts majeurs de la culture d'État dans le domaine de la guerre de l'information, alors qu'il se passe énormément de choses dans ces 3 domaines, géoéconomiques, sociétaux, culturels. Et quand je dis énormément de choses, je parle d'attaque informationnelle, de déstabilisation de l'adversaire, de manipulation, de jeux d'influence qui s'appuient justement sur la connaissance et l'information. Si on devait faire un audit un jour mondial de tous les éléments qu'on peut assimiler à une démarche de guerre de l'information, on verrait justement que les champs géoéconomiques, sociétaux et culturels représentent une très très grosse partie, largement majoritaire, de ce phénomène-là. Donc toi, tu travailles là-dessus justement. Alors comment tu t'y prends pour jeter les bases d'une méthode en fait, que nous allons perfectionner, creuser, approfondir par la suite? Oui, alors pour reprendre très clairement la mission, effectivement, pour rappel, il s'agit de trier des cas, les évaluer selon un intérêt, garder ce qui est intéressant et surtout, encore une fois, on y revient, tirer les enseignements à visée opérationnelle. Alors attends, soyons clairs, parce que toi, tu es dans le nez sur ta copie, faut aller un peu plus loin. Trouver un intérêt dans un cas, ça veut dire quoi? Essayez de prendre un exemple. Trouver un intérêt, ça veut dire être capable de dresser, pour des cas particuliers, une grille de lecture dans tel ou tel secteur. C'est-à-dire qui attaque qui attaque comment, quelles sont les manières d'attaquer? J'y venais justement, une grille de lecture, ça consiste en plusieurs choses. Entre autres, à identifier les acteurs, identifier les types d'acteurs, des comportements, mais ça implique aussi de trouver des controverses informationnelles, de trouver des éléments déclencheurs, etc., etc. Et en fait, vraiment, d'être capable de... Alors, sois précis. Quand tu parles d'éléments déclencheurs, tu es en train de travailler, par exemple, sur ce qu'on appelle, nous, le dossier du lait, parce qu'il y a eu énormément d'attaques informationnelles contre le lait, par différents types d'acteurs, sur différents sujets. Donc, dans ce dossier-là, sors-moi un élément déclencheur. Qu'est-ce que tu appelles un élément déclencheur ? Donc, dans les années 2000, en Europe, on voit émerger plein de nouveaux ouvrages très, très, très à charge contre le lait. Et en particulier, le lait de vache. Et qu'est-ce qu'on découvre derrière ces livres-là ? On découvre que, en vérité, se cachent les industries du soja qui cherchent à s'implanter en Europe en supplément du lait de vache, tout simplement. Alors, une fois, là, c'est clair, on voit ce que c'est qu'un élément déclencheur.
comment tu procèdes? Parce que j'ai cru comprendre donc, qu'il y avait 570 cas. Sur le lait, bon, bien entendu, c'est une petite proportion de ces 570 cas, c'est un dossier. Tu as créé des rubriques. Les rubriques, par exemple, vu que on est principalement sur le terrain économique, c'est quoi l'intitulé de tes rubriques, par exemple? Alors l'intitulé, ça peut être aux origines de controverses informationnelles sur le lait. Mais ça peut aussi être, encore une fois, on peut reprendre ces éléments déclencheurs-là, les arguments qui sont récurrents, les cibles, quel est le public cible en l'occurrence. Il y a aussi tout un les cas... Les acteurs, je suppose. Les acteurs, bien sûr, il y a une typologie. Quelles sont les forces qui déstabilisent, qui émettent des messages? Exactement. Par quels moyens et ça, oui. Et les méthodes qu'ils utilisent. Et les méthodes il y a les moyens et les méthodes. Les méthodes employées et surtout, à la fin, bien sûr, bilan, conclusion, quelle efficacité. Parce que c'est, encore une fois, à visée opérationnelle, on parle d'efficacité. Et qu'est-ce que c'est l'efficacité? C'est très simple, c'est qu'est-ce qu'on obtient grâce à cette opération et qu'est-ce que ça nous a coûté. Et on voit justement que dans le cas du lait, ça rapporte beaucoup. Donc, c'est ce que tu appelles créer l'embryon d'une grille de lecture. Et effectivement, l'intérêt dans ton travail, c'est que sur les 570 cas qu'on a recensés, dont on va n'extraire qu'une partie, les plus intéressants et les plus démonstratifs, le fait de créer une grille de lecture par catégorie, parce qu'il y a là, le lait, ça rentre dans une catégorie, mais tu as créé à peu près une vingtaine de catégories par secteur d'activité. C'est ça? C'est ça. Alors, je crois que ce qui est important de préciser, c'est que, bon, certes, les 570 cas, on a mis à peu près 27 années à les réunir, d'année en année et par différents moyens. Le stage que tu fais, parce que ça, je crois que ça mérite d'être souligné, tu ne vas traiter qu'une partie du problème, mais, et c'est ça que je trouve déterminant, c'est que tu es sur cette fameuse élaboration de catégories. À l'intérieur de ces différentes catégories, tu vas mettre en évidence une démarche pour réfléchir, pour tirer les enseignements, comme tu disais, afin d'agir. Et notamment, et ça je crois que c'est important, on parle bien de défensif et d'offensif. Et agir de manière offensive, ça veut dire apprendre à construire des raisonnements qui sont meilleurs que ceux de l'adversaire. Comment toi tu le perçois ça, à travers ce que tu as appris à l'EGE et du stage que tu effectues au sein du CR 451 en ce moment? Alors, vous avez mentionné l'idée d'offensif, de défensif, et plus loin, je pense qu'effectivement, il faut aussi revenir avec cette idée de stratégie. Le jeu, ça m'a quand même permis de comprendre que on ne vit pas dans un monde pacifié. La guerre, en fait, est toujours à un moment présente, qu'elle soit déclarée, qu'elle soit ouverte, ou qu'elle soit au contraire cachée, qu'elle soit fermée. Et en fait, il y a toujours des rapports de force. Et dès qu'il y a des rapports de force, il y a des comportements tantôt offensifs, tantôt défensifs, qui relèvent tantôt d'ailleurs de la stratégie ou de la tactique. Le jeu, ça m'a vraiment permis de comprendre que la réalité étant très diverse, il faut être capable de s'adapter à plusieurs situations. Et pour chaque situation, il y a une grille de lecture élaborée, et ce que j'ai fait et ce que je continue à faire, entre autres CR 451, ça va dans cette direction d'élaborer une grille de lecture, mais qui là soit vraiment générale, qui permette d'être formalisée et d'embrasser plusieurs cas extrêmement divers, empiriques en l'occurrence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce DST ? En fait, on se rend compte que la situation présente implique que le pouvoir politique ait une réflexion urgente sur un des domaines qui est quand même et qui reste très pauvre dans la pensée étatique, qui est justement le domaine de la guerre d'information. Alors, c'est vrai que ces dernières années, il y a des choses qui sont apparues, notamment sur le plan défensif. Je pense à la création de Vigilum, qui s'avère aujourd'hui une structure très utile, mais on reste, hélas, sur notre fin, sur l'aspect offensif, et notamment sous deux angles déterminants de cet aspect offensif. Premièrement, toutes les opérations d'appui à ce qu'on pourrait appeler l'influence, pour deux raisons. La première,
c'est que le politique n'oriente pas les missions d'influence par rapport aux intérêts que la France a à gérer. Et deuxièmement, parce que, et c'est bien là le problème, nous ne savons pas créer des forces collectives à l'intérieur de l'État qui travaillent ensemble, qui unifient différents types d'approches de différentes administrations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, d'un côté, l'incapacité du politique à définir des stratégies d'influence par rapport aux puissances qui s'opposent à nous, et de l'autre, les administrations qui, faisant ce constat, s'abritent dans leur propre perception de l'influence, qui est très différente d'un ministère à l'autre, ça pose un gros problème. Ensuite, et c'est peut-être ça le plus grave, c'est qu'il n'est pas possible, dans l'évolution du monde actuel, de continuer à n'avoir qu'une posture défensive. Et même si, bien entendu, l'État ne dit pas tout ce qu'il fait, même si, bien entendu, il y a eu des petites victoires ciblées de nature offensive sur des individus ou des microstructures, le problème reste le même. C'est-à-dire que nous ne savons pas, aujourd'hui, côté français, mener des opérations de longue durée pour diffuser, non pas en termes de communication, mais je le répète, en termes de guerre de l'information, une approche qui mette à mal la position de l'adversaire. Nous ne savons pas. Et c'est criant sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des approches systémiques, c'est-à-dire aller sur TikTok, aller sur Instagram, s'adresser à différents types de catégories de population, utiliser soit la séduction, l'humour, ou au contraire des processus de destruction du discours de l'adversaire, sur des logiques de masse, et non pas simplement avec des robots ou je ne sais quelle usine à trolls, c'est le grand point faible du système étatique français dans le domaine de la guerre d'information. Et ça, il faut bien comprendre, et c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, Gabriel, c'est que ça ne s'apprend pas dans un stage de 15 jours à 3 mois au CIAE de Lyon, même si le CIAE de Lyon, dans son domaine, fait du bon travail. C'est des processus qui sont plus longs, il faut des mois d'apprentissage, il faut une véritable culture générale, et ça, cette désynchronisation par rapport aux besoins, on la ressent au cœur de l'appareil d'État, qu'il soit militaire, qu'il soit policier ou autre. Nous avons un vrai problème de comment faut-il former des personnels sur un temps long pour que ces individus soient réellement utiles dans des stratégies de guerre de l'information, elles-mêmes menées sur un temps long, et compte tenu de l'évolution du monde actuel, de sa fragilité, de la démultiplication des problèmes qui apparaissent, ainsi que de nos adversaires, nous avons impérativement besoin de cette force. Or, et ça sera ma conclusion, le véritable défi à relever aujourd'hui pour le pouvoir politique, c'est d'oser regarder en face la réalité. Si il est constamment dans la fuite, le déni, en expliquant que non, tout est sous contrôle, on agit, on fait bien et on répond aux problèmes, eh bien, on verra par la suite le résultat. Merci Gabriel, merci pour ce témoignage. J'espère que ça rentre justement dans le processus de formation que tu suis ici. Comment tu l'as reçu d'ailleurs, ce type de processus en bilan, puisque tu es presque à la fin de ton stage? Oui, c'est vrai que le stage touche bientôt à sa fin. De manière générale, l'apprentissage, je dois dire, a été très riche, même au niveau du stage, etc. En raison des thématiques que j'ai pu aborder, c'était, disons, extrêmement instructif et très formateur, dans la mesure où j'ai quand même été amené à travailler sur des cas réels, à des cas concrets. Il n'y a pas, moi qui ai pu affronter le monde de l'université, je veux dire que je suis plutôt heureux d'avoir vu ce que c'était qu'un rapport de force et comprendre que voilà, le monde n'est pas aussi rose et aussi beau que parfois on aime à le voir. Et ça nous incite un petit peu à sortir du mensonge, sortir du
de la classique des primes habituelles et à essayer vraiment de faire quelque chose plutôt que de se plaindre. Merci Gabriel et on se retrouve la prochaine fois avec Arnaud pour le prochain podcast DST. Nous qui passions sans aimer, sans même me partager, donnez-moi un abonné, j'ai tant de peine.